Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le thème du don d'ovocytes. Elle fait suite à la conférence que j'ai donnée avant-hier lors de la journée des Cigognes l'Espoir, donc avant-hier, c'est-à-dire le 10 décembre dernier, à Paris 12e. Alors, je voulais vous parler encore une fois du don d'ovocytes et de ce sujet qui intéresse tant les futurs parents et les parents du don et qui est comment réussir cette maternité particulière, comment réussir cette parentalité, la grossesse, comment faire pour que ça marche, pour que ça se passe bien entre vous et votre enfant. Eh bien, à l'origine, vous avez un modèle de procréation, de la reproduction auquel vous êtes habitué, avec lequel vous êtes né, puisque il s'agit de la reproduction naturelle. Donc vous avez un homme et une femme, et puis ces deux-là font l'amour et puis il y a un bébé qui apparaît et l'histoire de la conception se termine là et puis la belle vie commence entre ces trois personnes. Mais ça, c'est un modèle naturel auquel beaucoup de parents ne sont plus habitués aujourd'hui, ne sont plus confrontés parce qu'ils sont tout simplement obligés de procréer autrement avec le don de sperme ou avec le don d'ovocytes. Alors, avant même de parler de ce chamboulement, j'attire votre attention sur le fait que le don d'ovocytes n'est pas un traitement de l'insuffisance ovarienne. Beaucoup de professionnels de santé ou d'accompagnement, de thérapeutes, mais aussi des parents, ont tendance à dire qu'il s'agit d'un traitement de l'insuffisance ovarienne. D'abord, l'insuffisance ovarienne n'est pas une maladie, donc il ne peut pas s'agir d'un traitement. Vous n'êtes pas malade, vous êtes une femme constituée normalement, comme toutes les femmes. Et donc, on ne parle pas de traitement ici, mais d'un remplacement de quelque chose qui manque, d'un remplacement de quelque chose qui n'est plus là, à savoir cette petite cellule qui s'appelle l'ovocyte et qui est le fruit de vos organes. Donc il ne vous manque pas d'organes, ils ne sont pas complètement défaillants, mais il y a une défaillance d'une fonction. Et le don d'ovocyte, c'est une manière de pallier à cette défaillance et c'est une manière de remplacer cette petite cellule qui, du reste, est une grosse cellule, c'est la plus grosse cellule biologiquement parlant du corps féminin. C'est une cellule primordiale, c'est-à-dire une cellule qui permet la reproduction, qui contient l'ADN. Donc le don d'ovocytes, c'est une technique qui permet de remplacer la cellule dont vous manquez. Alors, ce modèle du début de reproduction n'est plus là, évidemment, parce que la technique du don change la donne. Elle permet de concevoir votre enfant même si vous n'avez plus d'ovocytes. Alors il s'agit bien sûr d'une manipulation, puisque on manipule des cellules de la donneuse, on les on les fait mûrir d'abord, ensuite on les sort de son corps et on les féconde, on les fait féconder au laboratoire et puis on les transfère dans le corps de la maman. À ce titre, je tiens d'ailleurs à vous dire que je vais parler de maman et de futures mamans en parlant des femmes qui reçoivent les ovocytes. C'est pareil dans le langage courant ou le langage même médical. Nous avons pris l'habitude de parler des receveuses en parlant de la future maman. C'est effectivement la femme qui reçoit, mais je trouve néanmoins ce terme assez réducteur. Donc je préfère parler de maman ou de future maman. Alors cette manipulation qui est techniquement plutôt facile, entraîne néanmoins le changement de ce modèle naturel auquel nous avons été habitués. Et donc, dans ce nouveau modèle, il y a quoi? Il y a qui? Eh bien, il y a désormais deux femmes à la place d'une, et il y a un homme, voire deux hommes, en cas du double don. Et donc, nous n'avons plus affaire à deux personnes qui conçoivent le bébé, mais à trois ou quatre personnes. C'est pour ça qu'il faut être très clair avec le langage, avec le vocabulaire, qui est qui. Il y a d'un côté la donneuse ou un donneur, il y a le papa et la maman, ou les futurs parents. Alors, évidemment, si le procédé
si cette technique du transfert du don paraît simple, parce qu'effectivement, ce qui se passe en laboratoire n'est pas très compliqué, c'est le processus psychologique qui paraît comme un véritable défi. Et l'exercice qu'il demande est un énorme exercice d'acceptation et d'adaptation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exercice d'adaptation, les choses ne se passent pas tout à fait comme lors d'une fécondation in vitro classique, lors de laquelle les parents ou la maman doivent s'adapter au fait qu'on doive sortir ces ovocytes de son corps, puis les faire re-rentrer, les faire revenir via le transfert, et que la conception se passe en dehors de son corps. Ça, c'est lorsqu'on utilise les ovocytes de la maman. En cas du don d'ovocytes, c'est un petit peu différent, même carrément différent, puisque les ovocytes du corps dont ils proviennent ne retournent plus dans ce corps. Donc, l'adaptation, elle ne se termine pas au fait de transférer le bébé. L'adaptation dure pendant toute la grossesse, elle dure au-delà de la grossesse, puisque quand le bébé est là, eh bien, il faut s'adapter à le regarder, à être sa mère, à être son père, et à cette nouvelle combinaison familiale. Et j'ai envie de vous dire que cette adaptation dure finalement toute la vie, jusqu'à votre mort. Donc, c'est un exercice considérable qui demande une grande énergie et qui fait de ce parcours un parcours hors du commun. Alors, notre passé est un réservoir de ressources, est un réservoir d'expériences, d'adaptation, justement. À chaque fois quand nous avons changé d'école, par exemple, nous avons été obligés de nous adapter. Lorsque nous avons changé de logement, de lieu d'habitation, nous étions obligés de nous adapter. Lorsque nous changeons de travail, nous nous adaptons. Lorsque nous changeons de configuration de notre famille, nous nous adaptons. Et forcément, dans le passé, il y a eu un tas d'expériences qui ont fait que cette capacité d'adaptation a grandi, est devenue de plus en plus performante. Et à chaque fois, cette action a demandé une réaction de notre part, n'est-ce pas? Alors, nous avons ainsi développé un certain nombre de schémas de comportement, et ces schémas de comportement sont tout simplement le fruit de toute la mémoire émotionnelle de notre être global, et ils sont soit positifs, soit négatifs. Eh bien, toutes les expériences émotionnelles qui sont négatives ou positives et que nous avons vécues ont participé à l'évolution de notre être, à l'évolution du petit bébé que nous avons été, à le fait de grandir et devenir adulte. Et les schémas qui sont nés de ces expériences émotionnelles, comme je disais, peuvent être soit positifs, soit négatifs, soit adaptés, soit inadaptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les schémas adaptés sont issus des mémoires d'expériences de vie qui ont permis à l'enfant que nous avons été de devenir un adulte sain et de prendre toutes nos décisions, faire nos choix sans culpabiliser et sans vivre de conflits intérieurs. Et les schémas inadaptés, ce sont des schémas qui sont issus des mémoires d'expériences négatives que nous avons fait en tant qu'enfants et qui ne nous ont pas permis de créer ce qu'on appelle un adulte sain en nous, qui ne nous ont pas permis de prendre nos décisions et de vivre nos expériences de vie d'adulte sans conflit intérieur et sans souffrance. Par exemple, on peut prendre un enfant l'exemple d'un enfant, un tout petit dernier de la famille que les parents vont laisser à la maison à chaque fois quand ils sortent au cinéma avec les trois grands.
Cet enfant pourrait, si cette action se répète, développer, enfin vivre en tout cas, une expérience émotionnelle négative de rejet ou d'abandon. Et puis, peu à peu, si vraiment c'est répétitif, s'il est toujours laissé, délaissé, s'il est toujours seul, il va développer une certaine solitude. Et puis, dans la vie d'adulte, il pourra créer donc ce schéma négatif justement d'abandon. Alors pourquoi je vous parle de ces schémas? Pourquoi je vous parle ici de ces schémas alors que nous parlons du don d'ovocytes? Eh bien parce que la conception avec don d'ovocytes est une expérience jamais vue, jamais vécue auparavant par des êtres vivants. Nous la connaissons seulement depuis quelques dizaines d'années. Et jamais un être vivant ne s'est reproduit avec une telle manipulation des cellules. Donc, elle est une transgression de la nature. Et par conséquent, elle entraîne un véritable parcours initiatique. Moi, j'aime beaucoup parler du parcours initiatique de la part, enfin, de la maman et parfois aussi du papa quand les gens sont confrontés au don d'ovocytes, parce que au niveau de l'être, cette maman et ce papa sont obligés eh bien de se confronter à cette adaptation très très longue et très très profonde. Et cette capacité qu'ils vont développer les accompagnera toute la vie durant, puisqu'ils vont la vivre avec leur enfant. Donc dans ce parcours initiatique, il y a l'écroulement de l'ancien modèle. Donc nous ne nous voyons plus comme maman, comme nous avons pu nous voir maman avant d'apprendre que nous sommes confrontés au don d'ovocytes, que c'est comme ça que l'enfant sera né. Donc il y a cette transformation de la figure maternelle, il y a la transformation de la femme aussi, puisque il y a une autre femme qui participe et qui se colle à notre corps pour nous donner cet ovocyte. Donc ça réveille quand même un certain nombre, ça crée un certain nombre de difficultés. Et dans ce parcours, la future maman est forcément obligée de remettre en question toute sa vie, toute sa vie, toute la manière dont elle a fonctionné auparavant. Et donc, il y a deux cas de figure. Soit ce parcours du don, avec toutes les difficultés qu'il contient, va la renvoyer dans son passé, dans beaucoup d'expériences négatives. Et à ce moment-là, ce sont donc les schémas négatifs qui vont se réveiller chez elle, qui vont se multiplier et qui vont parfois rendre le don même impossible, la conception avec don impossible, ou une grossesse difficile, ou encore la relation avec l'enfant compliquée. Soit cette maman va élaborer inconsciemment quelques-uns de ces schémas négatifs à cause du don d'ovocytes, tellement cette procréation peut être complexe et difficile. Alors, les schémas inadaptés propres à l'aventure du don d'ovocytes peuvent réveiller d'anciennes blessures, évidemment, et peuvent aussi les réparer, heureusement. Donc, pour résumer un petit peu cette partie, je dirais que les ressentis, les émotions, les perceptions qui sont propres au don d'ovocytes renvoient la future maman que vous êtes, et parfois même le futur papa, de manière automatique à ce qu'ils ont vécu intérieurement dans leur passé. Et bien sûr, tout cela se passe inconsciemment. Cette expérience représente le même degré de complication ou de danger émotionnel que ce qu'ils ont vécu dans le passé. Alors, passons maintenant à ces schémas. Alors moi j'ai quelques fiches comme ça que j'avais à ma réunion que je vais vous montrer. Le premier schéma, c'est le schéma d'abandon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce schéma? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, la maman peut se dire: Dieu m'a abandonné, mon corps m'a abandonné, il ne me répond plus, je ne peux plus compter sur personne parce que de toute façon, personne ne peut me comprendre puisque personne ne vit la même chose que moi. La maman qui est dans ce schéma d'abandon ne ressent pas de soutien.
elle se trouve dans l'insécurité permanente, avec cette histoire, un peu toute seule. Elle se sent seule. Elle éprouve un sentiment de solitude extrêmement important. Et aussi le sentiment d'impuissance qui est pratiquement omniprésent parce qu'elle n'a pas ses cellules et elle est donc impuissante en tant que maman et en tant que femme. Le deuxième schéma, c'est le schéma de la méfiance. Alors, qu'apprenons-nous avec ce schéma? Eh bien que le don d'ovocytes, chez les femmes qui sont dans ce schéma-là, le don d'ovocytes représente une forme de danger. La participation d'une deuxième femme est vécue comme une injonction à l'intimité de la maman. Et c'est normal, il y a une deuxième femme qui arrive, imaginez, elle arrive, non seulement elle nous donne un bout de sa chair qui est censé faire notre enfant, mais en plus nous sommes obligés, entre guillemets, de l'aimer, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons, bien sûr, mais c'est extrêmement difficile de l'accepter. Et donc, cette injonction à l'intimité se fait aussi dans le couple, donc c'est un grand danger. Hein. La donneuse représente un danger. L'ovocyte représente un danger et toute cette histoire. Et cette maman peut se sentir tout simplement menacée. Le don d'ovocytes peut constituer une vraie menace à l'intégrité physique, puisqu'il y a quand même l'entrée de cet organisme étranger dans le sien, mais aussi psychologique, mais aussi la menace pour la survie biologique de sa lignée. Combien de mamans qui traversent cette histoire disent « ma lignée sera coupée » ou bien « je la fais couper sciemment parce que toutes les personnes sont alcooliques dans ma famille, donc je vais profiter de ce don pour couper cet alcoolisme-là, cette lignée, ce schéma négatif, n'est-ce pas ? Mais pour d'autres, c'est un vrai danger et c'est aussi un danger pour l'image de soi. Parce que, comme vous savez, nous naissons tous et nous évoluons, nous grandissons tous avec une image de soi consciente et inconsciente. Et donc, dans cette image, il y a aussi la maman que nous sommes, que nous serons un jour, la femme que nous sommes et que nous continuerons d'être après. Et cette image, eh bien, elle est atteinte avec le don parce qu'il y a justement l'arrivée de cet autre visage, de cette autre femme et qui constitue un véritable danger. Alors l'image de soi est abordée dans mon livre La femme infertile n'existe pas, que vous pouvez acheter sur le site des Cigognes de l'Espoir ou même simplement sur Amazon ou à la Fnac où vous voulez. Et ça, c'est un sujet important dans le don d'ovocytes. Eh bien, cette maman, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit « Ah non, ça ne sera jamais mon enfant. Il n'est pas comme moi, ces gènes ne sont pas les miens, ce n'est pas à l'image de ma famille, en fait. Et d'ailleurs, comment je peux apprendre à l'aimer? Il peut ne pas m'aimer, et moi, je peux ne pas l'aimer, et c'est ce qui me fait peur, justement. » Et donc, avec ce schéma de méfiance, arrive le sentiment d'infériorité et d'humiliation. Donc, on se méfie de ce corps étranger, de cette donneuse, etc. Le troisième schéma, c'est le schéma de carence affective. Alors, le schéma de carence affective, eh bien, il est accompagné d'un sentiment d'absence de reconnaissance en tant que personne, en tant que femme et en tant que mère. Comme je vous disais, dans votre premier modèle, vous avez été programmée à être femme comme ça, comme votre mère ou arrière-grand-mère, en tout cas de votre lignée, comme mère de manière naturelle, bien évidemment, en transmettant la vie avec vos gènes. Et donc le problème là, c'est une remise en question de soi-même. L'absence de reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Si je fais un enfant, qui va me reconnaître comme mère? Qui va me voir? Qui va me percevoir comme telle? Est-ce que mon enfant va me considérer comme sa vraie mère? D'ailleurs, combien de femmes disent « je ne suis pas sa vraie mère ». Je ne le serai jamais. Il y a une partie de moi, peut-être, mais il y a une autre partie qui vient d'ailleurs. Alors elle dit je ne peux pas me confier à mon entourage, à vous madame, à vous monsieur, à toi mon ami, parce que le don d'ovocytes me rend différent de toi. Il me rend différente de vous.
C'est une histoire tellement cosmique, tellement incompréhensible que comment je peux vous la raconter? Comment vous pourriez m'accepter d'ailleurs et m'aimer avec ça? Donc, ce schéma de carence affective, il faut faire attention parce que les personnes qui n'ont pas été suffisamment entourées, suffisamment aimées dans leur enfance, les futures mamans qui se trouvent dans ce cas-là, qui se reconnaissent dans ce cas-là, il faut qu'elles travaillent un petit peu sur leur amour-propre, sur l'amour, sur le fait d'être entourées, d'être accueillies, acceptées, incluses pour bien traverser cette histoire. Et d'ailleurs, le sentiment qui les accompagne vraiment très longtemps, c'est je n'ai pas le sentiment d'être assez aimé pour que vous puissiez comprendre mon choix, pour que vous puissiez accepter ce que je fais et m'accepter avec mon enfant. Nous serons si différents. D'accord, très bien. Donc maintenant, le quatrième schéma, et ce schéma, c'est le schéma d'imperfection. Alors, il traduit une mauvaise estime de soi. La future maman se considère comme bon à rien. Elle se dit souvent, d'ailleurs, peut-être que ça vous a traversé l'esprit, si je n'ai pas d'ovocytes pour faire mon enfant, si je n'ai pas ça, j'ai quoi? Qu'est-ce que je peux donner à mon enfant si je ne peux pas lui donner mes gènes? Et il y a un sentiment de honte qui arrive. Donc, je ne sers à rien. Si je dois recourir au don d'ovocytes, c'est peut-être parce que je ne mérite pas d'être mère. Je suis une mère indigne. Enfin, je suis une mère porteuse. Une fausse mère. Alors, si vous avez été dans ce schéma-là, si vous avez été confronté à ces blessures, si vous n'avez pas été reconnu, si vous n'avez pas été suffisamment entouré, aimé, si le regard de vos parents n'était pas reconnaissant, eh bien, il faut, et si vous vous reconnaissez dans ce schéma concernant le don d'ovocytes, c'est pareil, vous pouvez l'identifier et travailler dessus. Le cinquième schéma, c'est le schéma d'isolement. Alors, le schéma d'isolement, c'est quand la future maman et le futur papa se retirent de la vie sociale. Ils le font souvent d'ailleurs. Moi, je reçois des couples au quotidien qui me disent de toute manière, les gens ne nous comprennent pas, les gens ont leur vie, ils ne sont pas du tout dans ce sujet-là. Déjà, la PMA, c'est difficile à comprendre pour eux. Que dire du don? Alors, la seule solution que nous avons trouvée, c'est de nous isoler, c'est de ne pas les fréquenter davantage et le temps que notre enfant apparaisse ou que ma femme tombe enceinte, on va reprendre tout doucement. Et encore, pas avec tout le monde. Donc, les parents ou la maman que vous êtes, hein, la future maman, eh bien, se retirent de la vie sociale, des groupes auxquels ils ont appartenu. Et ce don d'ovocytes qu'ils vivent, qu'ils expérimentent, provoque chez eux un vrai danger de rupture sociale, une rupture d'attachement et d'appartenance. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien, ils se disent, ils me rejetteront, ils n'accepteront ni moi ni mon bébé, je me sentirai toujours à part. Il va falloir d'ailleurs que je crée un scénario pour ma vie restante pour savoir comment je fais pour être acceptée. Et mon enfant et moi serons toujours différents. Le sixième schéma, c'est le schéma de dépendance et d'incompétence. Ça sonne un peu complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la future maman considère qu'elle n'a pas suffisamment de ressources internes pour vivre cette aventure. Elle se dit, si j'ai besoin d'une autre femme pour faire mon bébé à moi, c'est que moi, je ne suis pas complète. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une mère porteuse. Qui suis-je? Je suis une demi-mère, une mère porteuse, la femme de mon mari, pas vraiment, sans vraiment savoir qui exactement. Je suis donc incapable et dépendante. Si vous êtes dans ce schéma de dépendance, si vous sentez que vous êtes incompétente et que vous n'êtes pas suffisante, et là, ça nous renvoie à l'insuffisance ovarienne, bien sûr, eh bien, pareil, essayez de l'identifier et de travailler dessus. Il y a
aussi le schéma, donc c'est le schéma numéro 7 d'assujettissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la future maman réalise la conception pour répondre aux besoins des autres. Alors, de son époux, de sa famille parfois, parce que tout le monde a des enfants dans la famille et que c'est une tradition, alors comment je pourrais faire et ne pas avoir d'enfants? Ce serait étrange. À la société, elle répond aux besoins de la société aussi, parce que c'est habituel, bah, tout le monde a des enfants, donc moi aussi, je vais faire un enfant, sauf à ses besoins à elle. Donc elle ne tient pas compte de ses besoins personnels. Et ça, c'est un schéma d'assujettissement. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une peur, une grande, grande peur de ne pas faire comme disent les autres, de peur de ne pas être aimé, de peur d'être rejeté. Si je ne le fais pas, mon mari me quittera. Si je ne le fais pas, je vais être isolée par ma famille, je vais être écartée. Vous imaginez les réunions de famille où tout le monde vient avec ses enfants et moi je viens toute seule. Qu'est-ce que je vais dire à ces gens? De quoi va-t-on parler? Donc ce schéma d'assujettissement, il est important parce que si vous êtes la future maman et que vous vous sentez comme ça, vous sentez que vous ne répondez pas à votre propre désir d'enfant et à votre propre envie de le concevoir comme cela, posez-vous des questions. Le huitième schéma, c'est le schéma de rigidité émotionnelle. Alors c'est une stratégie dans laquelle la future maman paraît rigide et dénuée d'émotions au sujet de cette conception. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le choix du don se fait de manière purement mentale, purement intellectuelle, purement calculatrice. Et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais c'est simplement que chez ces mamans-là ou chez ces papas-là, il se passe quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'ils se disent que si jamais ils s'autorisent une émotion, ils vont se trouver en danger. En danger. Lequel danger? Celui du jugement des autres. Parce que pour certaines personnes, être dans l'émotion, de ne pas tout de suite assumer une expérience difficile, c'est être faible. Et quand on est faible, on risque d'être jugé. Donc il y a une grande peur d'être jugé par les autres, de ne pas savoir ce qu'on veut dans la vie, etc., pardon, et de s'entendre dire, bah écoute, si c'est si difficile pour toi, ne le fais pas. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement de reconnaître ses émotions, de vivre avec, de les transformer pour accepter et être heureux derrière. Donc, ce schéma de rigidité émotionnelle, c'est quand la future maman et le futur papa se disent on va faire cet enfant, on l'a décidé, c'est facile, il y a des techniques pour cela, on y va et ça va marcher. Les taux de réussite sont très importants et on y va. Sauf que, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a beaucoup de souffrance parce que si la conception réussit, souvent la grossesse n'est pas heureuse ou justement il y a une remise en question de l'entente entre l'enfant et les parents, une communication qui n'est pas fluide, qui ne se fait pas d'ailleurs, il y a parfois le secret qui s'ensuit et donc ça c'est pas bon pour votre relation avec votre futur enfant. D'ailleurs moi j'ai connu quelques femmes, je les ai suivies, qui ont fait un enfant du don et étrangement, ça a marché tellement elles étaient bien programmées en fait à la réussite. Ça a marché, sauf que derrière, il y a eu des IVG parce que bah, c'était pas assumé, parce qu'en fait, elles ne répondaient pas à leurs vrais besoins et il n'y a pas eu ce travail de gestion des émotions qui a été fait. Le suivant schéma, c'est le schéma numéro 9 et c'est le schéma de punition. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il démontre une carence de protection de la part d'un parent dans le passé ou le souvenir d'un parent punitif. Alors, il s'agit là des futures mamans et des futurs papas qui ont souffert enfants, qui ont été beaucoup punis et qui ont souffert justement d'insécurité. Ce sont des enfants qui n'ont pas été protégés, tout simplement, qui ont été exposés à des dangers et qui n'ont pas malheureusement eu de protection suffisante de la part de leurs parents. Alors, qu'est-ce que se disent ces femmes-là, ces futures mamans? Elles se disent, si moi j'ai fait des IVG, ça veut dire que c'est normal maintenant que la suite de ce programme, de ma vie,
soit le don d'ovocytes. C'est normal que j'en arrive là si j'ai changé d'amant je ne sais pas combien de fois. Et donc elles se disent, je suis à l'origine de, de tous mes malheurs, c'est moi qui suis fautive, c'est moi qui suis coupable, et le don d'ovocytes me permet d'être mère, mais c'est un second choix. Ne nous mentons pas, ça n'est jamais un premier choix, puisque de toute façon, tout le monde veut avoir un enfant naturellement. Mais de là à le considérer comme une punition ou comme une conséquence négative, il faut faire attention à la vie de votre enfant et à son bien-être et aussi à votre relation. Donc pour que ça soit sain, il faut sortir de ce schéma punitif. Le schéma numéro 10, c'est celui de la négativité. Alors, cela risque de mal se passer, se dit la maman. Il ne voudra pas s'accrocher, ou même s'il s'accroche, ça va provoquer des problèmes pendant la grossesse. Je suis sûre que je ne vais pas bien la vivre. Et puis même si tout va bien pendant la grossesse, je ne suis pas sûre d'avoir une bonne relation avec lui. Et il va dire que je ne suis pas sa mère. Il va dire qu'il va m'accuser du fait que j'ai choisi cette conception-là. Il va tout remettre en question. Donc ça, ce sont les mamans qui sont très très négatives, qui ont été négatives dans leur enfance parce qu'on leur a appris la négativité. Ça reflète le pessimisme. Et là, c'est pareil, si vous identifiez ce schéma chez vous, c'est bien d'en sortir parce que la négativité, c'est pas bon pour votre avenir avec votre enfant. Alors, j'en ai fini avec les 10 schémas que j'ai préparés, que j'ai que j'ai identifiés et qui sont importants dans ce parcours du don. Et maintenant, comment transformer ces schémas? D'abord, les transformer est possible et primordial pour que vous puissiez réussir votre maternité avec cette cellule étrangère et surtout aussi pour créer le lien sain avec votre enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, c'est un travail qui requiert un travail au cabinet, mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il faut déjà associer à tous ces schémas les blessures, les plus grandes blessures qui sont nées en vous pendant que vous mettez en place, pendant que vous vivez dans ce schéma de comportement. Alors, quelles sont ces blessures? Vous savez qu'il y a plusieurs blessures essentielles, originelles chez tous les humains. Et celles qui sont importantes ici, dans le cas du don, me semble la blessure du rejet, celle de l'abandon. Par exemple, l'abandon, cette blessure, elle est complètement présente dans le schéma d'abandon, celle du rejet aussi dans le schéma de l'abandon. Il y a bien sûr la trahison, ça c'est très présent dans le schéma de la méfiance qu'on a abordé. La trahison, je suis trahi par mon corps, je suis trahi par la vie, par l'univers, etc. Donc maintenant, je vais me méfier aussi de ce qui va m'arriver parce que j'ai jamais pu faire confiance. Il y a la blessure de l'injustice également. Qui s'est senti dans une situation juste parmi les personnes qui sont confrontées au don? Personne. Le programme premier, ce premier modèle que j'évoquais au début de la conférence, il n'est plus là. Donc, alors que le grand pourcentage de la population arrive encore à concevoir un bébé naturellement, moi pas. Où est la justice? Ensuite, la blessure de l'humiliation qui est très liée à l'estime de soi. Ensuite, la dévalorisation qui vient avec celle-ci, la dernière. Et puis la privation aussi, qui vient avec la punition, le schéma punitif. Et donc, après avoir identifier toutes ces blessures, sachez qu'il y a deux ensembles que vous avez toutes et tous en vous. Le premier ensemble, ce sont les menaces et le deuxième ensemble, ce sont les ressources. Donc, compte tenu de vos schémas dans lesquels vous vous trouvez, compte tenu de toutes ces blessures que vous vivez, alors que vous êtes confronté donc au don d'ovocytes, sachez que
il y a des menaces externes qui vous guettent et des menaces internes. Alors, les menaces externes, c'est quoi? C'est votre entourage, c'est les gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, c'est tous ces gens qui vous jugent, qui vont de votre mère à votre employeur, et que sais-je. Et vous avez des menaces internes, et bien ça, ce sont tous les ressentis que vous avez là, dans votre corps, les ressentis, les émotions qui vous parcourent à chaque fois quand vous vous trouvez en danger face à ces menaces. Et donc, ça c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe, ce sont les ressources. Et c'est pareil, vous avez des ressources externes, donc les gens qui sont positifs, qui sont bienveillants, à qui vous pouvez vous confier, des endroits propices à faire votre expérience, une famille propice à cela également. Et puis les ressources internes, ce sont de nouveau toutes les expériences internes, c'est-à-dire les sensations, les sentiments et les émotions qui sont là, que votre corps traverse. Euh, donc, votre corps fait l'expérience. Et donc, il faut savoir que pour sortir de ces schémas négatifs et pour les transformer en les schémas positifs, donc adaptés à la personne, la nouvelle maman que vous serez, ou un nouveau papa que vous serez ou que vous êtes peut-être déjà, il faut aller dans l'inconscient. Il faut aller dans votre mémoire émotionnelle et il faut faire un petit micmac pour désancrer, c'est-à-dire amoindrir ou faire disparaître tout ce qui est négatif, le désactiver, tout ce qui est négatif, toutes ces menaces internes, et puis activer les ressources internes. D'accord? Pareil avec les menaces externes et les ressources externes. Et donc, en faisant appel à cette mémoire émotionnelle, en réorientant tout cela, en changeant, le transformant, vous arriverez à faire naître ce que j'appelle le parent sage et le parent sain, qui est connu en psychologie. Qui est-ce? Vous savez que vous connaissez l'idée de l'enfant intérieur, elle est très connue depuis plusieurs années. Maintenant, vous savez que nous avons tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous. C'est qui? Eh bien, c'est l'enfant que nous avons été, qui a vécu un tas d'expériences positives comme négatives. Et parfois, quand nous nous sentons très joyeux, c'est notre enfant intérieur qui est en joie, qui est heureux. Et parfois, quand nous sommes très en colère ou quand nous sommes très angoissés ou dépressifs, c'est cet enfant intérieur aussi qui était malheureux, qui était peut-être seul, isolé, abandonné, jugé et que sais-je. Et c'est lui qui parle à ce moment-là, c'est lui qui crie sa souffrance. Et le parent saint, le parent sage, c'est celui qu'il vous faut et qui n'était pas là quand vous avez développé vos schémas inadaptés, vos schémas négatifs. Et le but de ce travail, dans le parcours du don d'ovocytes, c'est de le créer, de le faire venir, ce parent saint, pour qu'il puisse vous surveiller et surtout veiller sur votre sécurité, à votre sécurité, et créer, vous donner les choses suivantes. L'amour, l'attachement, la reconnaissance, l'accueil, la protection et le regard positif. Une fois que vous avez ce parent saint en vous qui sait vous donner tous ces éléments-là, vous serez tout à fait prêt à accueillir et à bien vivre votre maternité, votre enfantement grâce au don d'ovocytes. Vous saurez faire preuve de cette belle altérité qui demande l'acceptation et la reconnaissance aussi bien de votre ovocyte nouveau que de la donneuse, que de votre couple nouveau. Parce que tout ça, ce sont des expériences d'altérité. Et pour la fin, je vous ai écrit un petit mot. Un parent sain permet d'assurer tous les besoins de l'enfant que nous avons été et de nous transformer en parents sains à notre tour. Cette transformation est indispensable au bon déroulement de la conception avec don d'ovocytes. Le seul enjeu de tout ce parcours est l'amour.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à consulter mon livre La femme infertile n'existe pas, qui vous permettra de comprendre de nombreuses problématiques d'infertilité que vous vivez, que vous avez vécues et à cause desquelles, enfin, qui sont à l'origine de votre insuffisance ovarienne et du fait que vous procréez avec le don d'ovocytes. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Au revoir.